BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir que de vous retrouver pour De quoi je me mêle. Votre rendez-vous hebdo dédié à la tech, le week-end, vous le savez, en audio, en vidéo, on est partout. Et vous pouvez nous retrouver aussi le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Alors, au menu de ce De quoi je me mêle, vous allez voir une deuxième partie un petit peu différente, puisque je vous emmènerai à Seattle. Seattle qui est le siège d'Amazon. Et à cette occasion, j'ai pu rencontrer l'un des patrons en fait d'un centre de distribution d'Amazon. Et si vous êtes un passionné de robotique, je vous invite vraiment à rester là pour cette deuxième partie de quoi je me mêle, parce que là, franchement, on est dans la science-fiction. Nous allons visiter ce centre de distribution avec aussi un personnage très intéressant, puisque le patron de ce centre de distribution, qui est dans la banlieue de Seattle, est français. Et il va nous raconter un petit peu son histoire aussi au sein d'Amazon. Ça sera dans la deuxième partie. Et bien sûr, pour débuter, ça sera le Club de la Presse IT. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous laisser tous vos messages et réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là. Bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mêle. Allez, pour débuter ce De quoi je me mêle, c'est le Club de la Presse IT avec... aujourd'hui, Mélinda Davansoulas. Salut Mélinda. Bonjour François. Journaliste à la rédaction de Tech Co. Mélinda que vous retrouvez bien sûr dans Multijoueur, sur la plateforme Tech Co, bien évidemment. Et puis cette semaine, tu étais en plus le matin... J'ai fait Anthony Morel cette semaine. Tu as fait Anthony Morel, voilà, qu'on en embrasse parce qu'il est en vacances, il a bien raison. Il a bien mérité. Il a bien mérité. Mélinda, merci d'être là. Et en face de toi, c'est JB de The E-Collection cette semaine. Salut JB. Eh ben, salut tout le monde. Voilà. Ravi de revenir. Bah écoute, tu sais que tu es toujours le bienvenu, JB, qui est un fan de tech, bien évidemment, youtubeur émérite, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne The E-Collection. Et on va commenter ensemble l'actu. Tiens, ça tombe bien parce qu'on va parler d'Apple. Je sais que tu suis Apple de manière, on va dire, accrue. Et là, c'est tombé. J'ai l'impression que ce communiqué de presse, en plus, c'est tombé pour toi, hein, et pour toi aussi, Mélina, parce qu'on sait que tu suis l'actu Apple. C'est tombé il y a quelques heures. Prochain rendez-vous qui n'était pas prévu, visiblement, qui a lieu la semaine prochaine. Apple va présenter de nouveaux produits. Ils ont encore des choses en stock. C'est ça l'information. Ils n'ont pas fait assez de conférences cette année. Ouais. Il y en avait une. Alors, avec JB, on se connaît bien. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment misé, soyons honnêtes, sur une conférence au mois d'octobre en disant qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que, on se le répète souvent, n'oubliez pas que le Vision Pro, le casque qui est annoncé pour début d'année prochaine aux États-Unis, est annoncé avec une puce M2. Donc actuellement, la gamme qu'ils ont. Donc on les voyait pas annoncer des iMac, des MacBook, des iPads, tout ce que vous voulez, sous une puce M3. Eh bien, a priori, on va dire, il y a des fortes chances qu'on se soit trompé, parce que si on en croit l'invitation, ça va parler Mac, parce qu'il y a un petit logo qui nous rappelle quelque chose, ça va parler puissance. Et là, honnêtement, ils ont déjà annoncé M2 Pro, M2 Ultra, Max, tout. Donc, à part la puce M3, on voit pas ce que ça va être. Et ça devrait être donc de nouveaux iMac. Surtout que les iMac, comme on voit actuellement à l'image, pour ceux qui regardent ça sur l'image, ils datent de 2021. Et ils sont toujours sur les puces M1. Donc, en fait, ils sont bien en retard, ces Mac. Ouais. Donc, il y a une grosse rumeur sur un nouvel iMac avec une puce M3, mais aussi sur des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces en M3 Pro et M3 Max. Même si les M2 Pro et M2 Max sont sortis en janvier 2023. D'accord. Donc ça fait moins d'un an. Donc c'est là où il y a un peu un C'est ça qui est bizarre. On aurait deux générations sur une même année. C'est assez improbable. Le M1, M2, M3, c'est les nouveaux processeurs Apple Silicon, on est d'accord ? Voilà, pour les ordinateurs. Voilà, pour les ordis, voilà, comme toute génération de processeurs évolue avec le temps. Hein, du M1, on est passé au M2, et là, on attendrait le M3. C'est intéressant cet iMac parce que il est sorti, donc tu le disais, en 2021. Il a été complètement rebooté, nouveau look, hein, pas de grande taille, c'est ça aussi qui est assez décevant. Voilà. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un iMac ? Parce que celui-là, c'est du 24. C'est du 24, ouais. Et on pourrait attendre peut-être, enfin je ne sais pas, mais 32, moi je rêverais d'un 28 ou 32, on parle, parce que c'était 27 si je ne me trompe pas. C'était le 27, l'ancienne génération. Avant, c'était 21,5 et 27. Là, c'est 24, ils ont fait un mix des deux. Ils ont fait un mix des deux. Mais il se murmurait que le 32 pouces en iMac Pro, potentiellement, mais sortirait que en 2024. Ou un 28, 2025. Là. Voilà. Et là, on attendrait donc... C'est vrai que si vous aviez l'habitude des vieux, on va dire, iMac, qui avait un écran assez large, notamment pour tous ceux qui font du design, qui ont besoin d'une grande surface. Ben oui, c'est vrai que cet iMac M1,
Il est très beau, il est coloré, c'est fun dans une maison. Mais il est un peu petit. Il a un aspect très familial. Il n'est pas pensé vraiment pour les professionnels. Il leur manque une dalle beaucoup plus grande de gens qui n'ont pas envie de prendre le display, le Pro Display. Après, il y a le Studio Display qui est en 27 pouces. Après, il y a le Pro Display XDR qui est en 32 pouces. Mais là, on monte dans plusieurs milliers de... Voilà, il manque pour en fait la famille, ou pour l'usage professionnel, un tout en un avec un écran un peu plus grand. C'est, à mon avis, une grosse piste. Mais alors là, il ferait un bond. De la puce M1 à la puce M3, à moins qu'il l'annonce sous M2. Non, impossible. Non, mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que comme on s'attendait à rien pour fin octobre, on va pas être déçu. Que déjà, Apple va tenir sa conférence à 17h, heure Pacifique. Donc ça fait 20h, heure de la côte Est, et ça fait 1h du matin, heure française. Oui, donc ça n'a jamais été vu en France. Alors expliquons, il change d'heure avant nous, c'est pour ça que... Je suis pas sûr de me réveiller à 1h pour regarder la keynote. Je suis désolé les amis, ça fait un peu tard. J'attendrai le lendemain matin. Ça va être encore une vidéo en ligne, donc tu ne vas pas non plus rater grand-chose. Et alors c'est rigolo parce que l'invitation qu'on a tous reçue, c'est monstrueusement rapide. Alors voilà, petit rappel avec Halloween, etc. Ils se sont éclatés. Chez Apple, ils se sont dit... Il y aura du orange, c'est un iMac orange, un iMac citrouille. Pumpkin, c'est ça. Pumpkin. Donc, pour l'instant, on n'a aucune vérification, on ne sait pas. Sans doute un iMac. Est-ce qu'on peut attendre autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose dans le pipe qui pourrait sortir de nouveaux iPads? Ça a du sens. iPad Pro. Moi, je rêve d'un nouveau AirPod Max qui soit plus en Lightning mais en USB-C, parce qu'aujourd'hui, quand tu pars en voyage, tu as encore besoin de ton Lightning pour ton AirPod Max. Voilà. Mais devrait plus à 700 €, quoi, s'il te plaît. Non. Tu leur dis qu'ils arrêtent avec ça. Ça, c'est pas bon. Non, je pense que ça, c'est une piste. Ce serait bizarre de le sortir là, mais pourquoi pas? Parce qu'on va avoir... Il faut quand même savoir que Apple fait les choses de manière cohérente. Là, ils vont annoncer des produits qui vont être chers. Et qui seront disponibles pour la Noël. Parce que c'est ça aussi. Ça, c'est le plus important. Là, ils tirent leur dernière cartouche pour être prêts pour Noël. Mais c'est la période des MacBooks, c'est la période des iPad Pro, c'est la période des iMac. Mais c'est aussi la période du 2 novembre où il y a les résultats financiers d'Apple qui tombent. Il faut un grand coup avant. Et qu'il y a beaucoup d'infos qui parlent que Apple, en fait, les ventes de Mac et d'iPad diminuent en flèche. Donc pour rassurer les investisseurs, ils doivent sortir des nouveaux produits juste avant. Et qui doivent sortir dans la foulée, donc début novembre. C'est dingue la puissance d'Apple qui est quand même malgré tout à la pression des investisseurs pour sortir des produits. C'est fou. On a la pression adaptée à ces résultats. Donc ils ont beaucoup plus de pression que toi ou moi. Heureusement. Moi, je pense, et là ce serait un sorti du chapeau et un coup très très fort, il y a quand même, ce qu'on disait, il y a quand même un risque de choses complètement incohérentes, c'est d'avoir leur nouveau produit ultra révolutionnaire, donc le Vision Pro, sorti en février l'année prochaine aux États-Unis, sous une puce nettement moins puissante que la dernière. Je ne veux pas y croire. J'attends... Tu pourrais dire qu'il y aurait peut-être une itération du Vision Pro qui pourrait être annoncée? Non, j'attends juste qu'ils nous sortent. Au fait, on a oublié de vous dire, finalement, on pourra le faire tourner sous la puce M3 parce que on a fait des tests avec les ordinateurs. N'oublions pas que c'est censé être leur ordinateur de demain. Tu penses qu'ils annonceraient pour cette keynote-là le 30? Moi, je pense que ce serait leur espèce de one more thing. Au fait, on va vous donner des nouvelles du Vision Pro. Alors, on a quelques applis à vous montrer, puis au fait, il est sous M3. Moi, je pense à une intégration. Ça me semble incohérent et illogique que leur premier produit révolutionnaire ne soit pas sous la puce la plus puissante. On verra bien. C'est vraiment l'Arlésienne, ce Vision Pro. Alors, je sais que vous l'avez testé parce que vous étiez parti à Cupertino à l'occasion de la sortie de ce produit. Vivement qu'il arrive en France et qu'on puisse le tester. On sait même pas. Chose, on peut vous le dire. C'est quand même du peu qu'on en a vu sans expérience. Mais la France, ça ne sera pas avant un an, visiblement. Non, je pense que ça sera, si tout va bien, fin d'année prochaine. Mais juste pour terminer, ce qui met un peu la puce à l'oreille, c'est que cette conférence est très tard. C'est qu'à le dire, la puce. Exactement. La puce, elle est très tard. J'ai tout travaillé avant. Vrai. Elle est très tard, heure des US. Elle n'est pas du tout concentrée pour le marché européen, puisque c'est dans la nuit. Donc peut-être qu'ils vont parler un peu plus de Vision Pro, puisque c'est un produit qui sort exclusivement. Moi, c'est ma piste aussi. On s'attendait à une conférence, s'ils en faisaient une en général, c'est pour l'équivalent de 19h à Paris, 18h, 18-19h. Là, c'est vrai que c'est improbable. Qui va se réveiller en fin de journée, un lundi, n'oublions pas. Juste une dernière question sur ces itérations de M1, M2, M3. Franchement, est-ce que ça vaut le coup pour ceux qui nous écoutent de se dire, je vais attendre, au lieu de prendre un Apple, un iMac M1, je vais prendre le M3. Est-ce que le gain de puissance est assez important? Parce que on peut pas trop savoir, puisqu'on ne sait même pas déjà si M3 ça va exister. On ne sait pas qu'est-ce que ça va proposer, la puissance qu'elle va être embarquée. Donc, je pense que passer d'une puce Intel à M1, déjà, c'est le jour et la nuit, mais clairement. Après, passer dans M1 à M3, je pense que ça peut être intéressant, mais dans M1 à M2, il n'y a pas d'intérêt. Donc, si Apple met à jour son iMac juste avec une puce M2, pas trop de sens. Non, il y a quand même quelque chose qui a un peu aussi, à mon avis, pénalisé les ventes des MacBooks, c'est la puce M2.
Parce qu'en fait, notamment des MacBook Air, la puce, et on était les premiers à recommander de rester sur un MacBook Air M1 qui était moins cher, la puce M2, alors on parle M2, pas M2 Pro, Max ou Ultra, vraiment les entrées de gamme de ces puces, il n'y avait pas une différence énorme entre les deux. Et honnêtement, le prix, la différence de prix, était à ce moment-là, était beaucoup conséquente. plus importante et trop, à mon avis. Donc, même moi, je recommandais aux gens, quitte à perdre un an, parce qu'en fait, ça se joue aussi là-dessus, un an d'utilisation dans quelques années de mise à jour, ouais. La différence de prix ne valait pas ça. Et je pense que leurs ventes s'en sont trouvées pénalisées. Le passage M1 à M3 sera beaucoup plus conséquent de fait, mais je pense qu'il va y avoir quelques produits sous M3, les MacBook Pro à mon avis. Après, les autres vont peut-être passer sous M2 Pro ou M2 Max. Autre info, alors peut-être que justement la semaine prochaine, Apple va parler d'intelligence artificielle parce qu'il y a cette rumeur qui est de plus en plus persistante, comme quoi Apple investirait beaucoup d'argent. On parle d'1 milliard de dollars par an. Minimum sur l'IA. Alors c'est une news qui tourne depuis un moment, hein. Je me souviens, on en avait parlé dans Tech & Co il y a quelques semaines de cela, mais visiblement ça revient sur le tapis, ça a l'air d'être de se confirmer. D'un côté, ils n'ont pas le choix, on est d'accord. Ils sont à la traîne, ils sont tellement à la traîne. Ils sont tellement à la traîne. Il va falloir qu'ils boostent Siri et qu'ils lui donnent, je ne sais pas moi, des amphétamines, parce que là... Le problème qu'ils ont sur Siri est très sympa, Siri était quand même parmi les premiers à être là, à être intégré dans un smartphone, n'oublions pas, c'était à l'époque une vraie prouesse. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est beaucoup évolué en 10-12 ans. Maintenant, on en est, c'est pour le 4S. Et puis, il y a ChatGPT qui est arrivé, mais qui d'un coup le rend totalement débile. Il y a un problème philosophique vis-à-vis de l'assistant vocal, des assistants comme ça, vocaux pour Apple, c'est comment récupérer les données qui nourrissent ces assistants vocaux. Tout en préservant la vie privée des le marketing d'Apple qui est... La sécurité avant tout, on fait gaffe à votre vie privée. On ne vous écoute pas. Oui, mais si vous n'écoutez pas, comment vous apprenez? En fait, mais est-ce qu'on ne peut pas anonymiser tout ça, finalement, et se dire, voilà, on récupère des données, toi tu parles, ou je sais pas, ou tu t'es tes requêtes, mais finalement, on ne sait pas que c'est Mélinda, on ne sait pas que c'est François, on ne sait pas que c'est JB. Mais c'est censé fonctionner comme ça, de base, chez tout le monde. Sauf qu'on sait que, à part chez Apple... Ça ne fonctionne pas comme ça. Chez Apple, on vous demande vos autorisations 257 fois. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr d'être sûr? Est-ce que vous êtes sûr que vous étiez bien sûr de vouloir? Alors que chez les autres, ils ne se posent pas la question et ça avance comme ça. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils trouvent une solution. 1 milliard, honnêtement, ce n'est pas grand-chose pour eux. C'est énorme à cette Mais même à l'échelle de l'IA, de la révolution de l'IA, ce n'est pas énormément d'argent. Mais quand on compare les investissements qu'Apple ferait dans les serveurs comparé à ce que peut faire Meta, Apple est bien en deçà. Encore avec les prédictions de ce qu'il pourrait faire potentiellement l'année prochaine, Apple achèterait peut-être 20 000 serveurs, Meta en achète 40 000, alors qu'on n'est pas du tout pareil. On n'est pas sur la même échelle, mais je pense qu'ils ont philosophiquement ça à régler. Comment est-ce qu'on va récupérer de la donnée suffisante pour nourrir? Alors ils achètent de l'information à des startups qui sont spécialisées là-dedans, mais au bout d'un moment, ça ne personnalise pas Siri, comme Alexa peut être personnalisée dans son fonctionnement chez Amazon, ou maintenant même Bard ou Google Assistant chez Google. C'est un dilemme incroyable pour Apple finalement. Mais philosophiquement, c'est important quand même pour eux. On est d'accord que Siri ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Il va falloir qu'ils passent à cette intelligence artificielle générative pour qu'on puisse avoir de vrais dialogues avec Siri, mais comme tu dis, il faut malgré tout préserver la vie privée, nourrir toutes ces intelligences, mais avec de la donnée, on va dire, anonymisée. Donc, tout dépend de ce qu'ils veulent en faire. En fait, tout dépend du rôle que veut avoir Siri. Est-ce que Siri sert juste à allumer les lumières chez moi, à répondre à une requête pour savoir combien de temps je vais mettre au travail? C'est vraiment décevant, quoi. Actuellement, c'est ça. Hein. Mais c'est à ça qu'elle sert. Mais est-ce que son but... Parce que Tim Cook, la dernière fois, a fait une sortie quand on lui a demandé « Est-ce que vous aussi, vous aurez un jour une IA générative ?» Il a sorti, on en avait parlé dans Tech & Co, une phrase en disant « Ouais, on y travaille ». Honnêtement, ils y réfléchissent, ils ont ce débat à avoir avec eux-mêmes. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin fondamentalement? Nous, on dit que oui, parce qu'on voit ce qui se fait chez les autres et qu'on va avoir un iPhone, des appareils Apple à la maison, mais est-ce que eux, philosophiquement, et dans leur fonctionnement, ils en ont besoin? C'est une vraie question. Il y a deux questions qui se posent. C'est la première, est-ce qu'Apple en a vraiment besoin pour les utilisateurs? Est-ce que les utilisateurs attendent ça d'Apple, déjà? Est-ce que les utilisateurs vont être prêts à changer, par exemple, d'habitude et de dire que Siri devient hyper intelligent du jour au lendemain? Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'Apple, c'est une marque qui ne fait rien gratuitement. Il faut qu'ils y gagnent derrière. Ils vont devoir le vendre aussi. Est-ce que ça va être intégré nativement dans les produits? Est-ce que ce sera un iCloud Plus qui va se rajouter avec la fonction Apple GPT? Comment ça va se passer? Est-ce qu'Apple va y gagner? Est-ce que ça va être gratuit? Est-ce que ça va servir? Est-ce qu'ils vont l'utiliser en interne aussi, eux, de leur côté, pour créer encore plus? Est-ce qu'ils vont rentabiliser ce milliard?
Est-ce qu'ils vont rentabiliser ce milliard? C'est ça la question. Parce que Alexa, Bard, Alexa, tout ça, on va les retrouver ailleurs. Mais sincèrement, quand vous voyez Alexa et Google qui en ont annoncé que leurs assistants vocaux allaient devenir intelligents et conversationnels, Apple n'a pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Oui. Parce que là, franchement, aujourd'hui, il y a une concurrence, quoi qu'on dise. Il y a une concurrence entre ces trois assistants vocaux. Si Alexa, et c'est le cas, et Google passe à l'intelligence artificielle générative sur ça, Apple va être obligé de le faire, tôt ou tard. Mais parce qu'on voit Alexa lors de sa conférence, Amazon a montré, en fait, à quoi ça allait servir. Ça a l'air chaud. Google nous a expliqué que ça allait être dans son Pixel, parce que c'était l'essence même de son fonctionnement. À quoi ça va servir chez Apple dans l'iPhone, par exemple? Il y a déjà de l'IA dans l'iPhone. L'IA fait très bien son taf. Il est là pour comprendre là, je parle d'IA générative. Voilà. Non, mais tu vois, l'IA, en fait, il faut voir ce que chacun veut en faire. Google, Amazon le monnaie. Est-ce que Apple va soudainement se mettre à le monnayer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme dit JB, il faut qu'ils aient un produit, en fait, pour le vendre. Il faut qu'il y ait un device qui serve. Je pense qu'ils ont une réflexion. Apple a l'habitude de tout faire sur son téléphone. C'est-à-dire que quand on fait des données, quand on fait des recherches, ça reste sur le téléphone, ça ne sort pas en extérieur. Est-ce qu'Apple, un jour, va réussir potentiellement à mettre de l'IA générative dans son téléphone sans que ça parte sur des serveurs? C'est compliqué pour Siri. Siri, c'est toujours les serveurs. Si vous n'avez pas de réseau, Siri ne marche pas. Ça dépend de quelques questions. Il y a quelques questions. Il peut y avoir, par exemple, des choses qui sont assez basiques. Là, ils ont annoncé avec iOS 17 que justement, il y aurait Siri devenait un peu plus intelligent. Ça progresse, on est d'accord, ça progresse extrêmement lentement face à la concurrence, mais est-ce que eux, ils sont pas dans ce qu'ils veulent, quoi? Mais c'est rigolo parce que j'en parlais avec Luc Julia dans Tech & Co, qui est l'un des papas de Siri, alors qui mieux que lui connaît comment ça fonctionne, et il disait que si ils passaient à l'intelligence artificielle générative, ils étaient obligés de repartir de zéro. Mais oui, c'est ça. Et notamment investir dans des serveurs. Parce qu'en fait, Siri aujourd'hui est très peu consommateur de serveurs. Le Siri aujourd'hui qui est un peu bête. Si demain on veut avoir l'intelligence artificielle générative et une vraie conversation avec Siri, là, ça va coûter beaucoup plus d'argent parce qu'il va falloir des serveurs et que ça booste, quoi. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut qu'ils définissent exactement ce à quoi ils veulent que Siri serve. Parce que si c'est juste pour de la domotique, t'as pas besoin d'entretenir une discussion philosophique avec Siri, en fait. Peut-être qu'on peut avoir une communication la semaine prochaine à l'occasion de l'événement qui aura lieu sur l'IA. Peut-être que la puce M3 va être l'un des actes de com sera... Comme Qualcomm, il y a quand même ils vont expliquer. Beaucoup de rumeurs sur des objets de la maison type HomePod qui vont sortir d'ici quelques années pour rendre sa maison encore plus connectée et pourquoi pas discuter avec son HomePod, celui qui arriverait sous la télé, celui qui serait revu avec un écran. Ça pourrait être intéressant. Moi, tant qu'il fonctionne et qu'il allume les lumières et qu'il ferme les volets, moi ça me va amplement. C'est dommage de se limiter à ça. J'ai pas besoin qu'ils m'écrivent des articles. Faire beaucoup plus. Il y a ChatGPT déjà pour ça. Mais ChatGPT fait déjà ça très bien. On verra ça de toute façon. Et puis évidemment, la semaine prochaine, on parlera de cet événement Apple. Est-ce que vous serez en live à 1h du matin? Non. Non, monsieur. Ça serait dommage de faire de la radio et de la télé rien que pour nous, quand même, franchement, parce que la plupart des gens dorment. Mais on en parlera bien sûr le lendemain dans Tech & Co. Effectivement, il y aura plein de choses qui seront mises en ligne. Dans l'actu, il y a aussi un autre géant des processeurs, c'est quand même Qualcomm, qui est monstrueux. Qualcomm qui est dans tous les smartphones Android. Il y a même du Qualcomm dans les iPhones, rappelons-le, quand même. Voilà, Qualcomm devrait dévoiler en fait cette nouvelle puce star très bientôt, lors d'un rendez-vous qui a lieu chaque année. Elle vient d'être dévoilée. Il a été dévoilé, ça y est. Ça a l'air pas mal, quand même. Ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air de booster quand même, JB. Ils ont avancé d'un mois la présentation parce qu'ils n'ont pas sorti de Snapdragon 8 Plus Gen 2 cette année. Oui. Donc là, ils sont directement passés au 8 Gen 3, qui est la puce la plus haut de gamme qui existe chez Android, qu'on retrouve sur tous les smartphones les plus haut de gamme, dont le premier smartphone qui va en être équipé, c'est le Xiaomi 14, qui sera annoncé le 26 octobre. C'est toujours Xiaomi, il se tire la bourre avec Motorola pour annoncer les premiers. C'est ça. C'est un effet marketing aussi dingue. Non, je veux la première puce Qualcomm. Non, c'est moi. On sait que c'est pas toujours couvert de laurier de réussite. Ah ouais. Souvenons-nous, je crois que c'était le Xiaomi Mi 11 qui voulait à l'époque la dernière puce la plus puissante, qui était peut-être la 888, si je me trompe plus, je ne suis pas sûr, à l'époque, et qui en fait n'avait pas du tout optimisé l'utilisation. Donc la batterie flanchait. Il faut vouloir aller vite. La batterie flanchait à vitesse grand V, l'appareil chauffait, enfin ça n'allait pas du tout. Donc c'est bien beau de vouloir être le premier, mais c'est mieux quand c'est optimisé, parce que c'est très très puissant, la puce Snapdragon. Parce que là,
comme tu le dis, elle est encore plus puissante cette année avec des CPU et GPU revus. Mais c'est surtout l'IA qui arrive en force à l'intérieur avec même un moteur dédié, l'IA Engine, comme ça qu'ils ont appelé. Tu voulais de l'IA génératif, François ? Et ben là, on en a. Là, on en a. Et qui va se faire comme Google, parce que je pense qu'ils veulent vraiment concurrencer Google avec leur Tensor G3, c'est faire de l'IA sur le téléphone sans que ça sorte et que ce soit rapide. Sur l'expansion des photos, par exemple, pour pouvoir dire au téléphone, ben voilà, je veux que ma photo qui soit petite, elle soit plus grande. Eh bien, juste on appuie sur un bouton et ça pourra se faire. Mais d'accord, il va upgrader, il va rajouter des pixels. Wow. En fait, c'est chaud. Hein. Tous les ans, chez Qualcomm, quand ils annoncent leur puce, il y a une dimension donc, qui est celle qu'on voit, qui va être annoncée à grands coups en format marketing, puis marketing, sur la nouvelle puce qui est dans le téléphone. Mais en fait, derrière ça, il y a des prouesses qui arrivent sur l'audio, sur la photo. C'est pas juste une puce pour faire tourner vos applications. C'est vraiment, Qualcomm propose avec ça à chaque fois des évolutions dingues sur la photo. L'année dernière, par exemple, dans ce qu'on avait vu, il y avait ce stabilisateur complètement fou qui faisait que votre téléphone, il pouvait vraiment tanguer comme sur un bateau. Et ça bougeait pas. L'image restait, mais d'une stabilité hallucinante. Mais là, cette année, il y a une nouveauté dans le Snapdragon 8 Gen 3 sur la photo et la vidéo, c'est que par exemple, sur les gros capteurs de 200 millions de pixels, le téléphone va être capable de pouvoir zoomer dans l'image en x2, par exemple, et rester sur le sujet et le cropper et le suivre en mouvement sans qu'il puisse bouger et être encore plus stabilisé. Wow. Donc ça apporte des plus-values sur les gros capteurs qui aujourd'hui, finalement, ne servent pas tellement à grand-chose. Oui, parce qu'il faut bien rappeler ça. Quand vous achetez un Samsung, un Xiaomi, qui va vous annoncer des prouesses en photo de capteurs à 200 mégapixels et autres, si derrière, il n'a pas la puce, le processeur qui apporte la puissance et surtout les fonctions, parce que les 3/4 des fonctions de tête, de pointe qu'on voit dans les smartphones, en fait, c'est Qualcomm qui les apporte. C'est grâce aux puces Snapdragon. Il ne faut pas oublier, en audio, pareil. Si la puce n'est pas vraiment de premier niveau, vous n'aurez jamais ces fonctions, elles seront à la traîne. Là, ils amènent l'IA générative. En effet, Google a promis que sur son Pixel 8 Pro notamment, tous les calculs de l'IA seraient faits sur l'appareil. Pour des questions de sécurité, pour des questions de rapidité. Aujourd'hui, l'IA générative a besoin du cloud, de la puissance du cloud. Vous imaginez si demain, il y a d'autres smartphones qui le font ? Ce ne sera pas à la portée de tout le monde parce que ça, en fait, ce sont des options. Il faut bien le rappeler, ce sont des options. Toutes les puces 8 Gen 3 n'auront pas forcément toutes ces avancées. Oui, en fait, chaque constructeur achète des options sur étagère chez Qualcomm en disant moi, je veux le traitement photo, je veux le son HD, je veux l'intelligence artificielle générative, etc. En fait, ils sont malins chez Qualcomm. Et donc, mais les marques sont malines aussi parce qu'elles font leur pub sur les annonces. Mais en fait, il y en a plein. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait le SOS par satellite. Qui est annoncé sur la puce Snapdragon. On l'attend toujours sur beaucoup de téléphones. On l'attend toujours, parce qu'en fait, il faut débloquer l'option. Il faut la prendre. Après, c'est vrai que le SOS par satellite, il faut aussi qu'il y ait des satellites, que la constellation soit prête, etc. C'est pour ça que... Mais ils avaient le partenariat, sauf que ça a été annoncé, mais pour le moment, à ma connaissance, c'est débloqué chez personne. Mais là, ils ont aussi annoncé la gomme magique. Ils ont repris l'idée de Google et ils le mettent dans le Snapdragon 8 Gen 3 pour que les nouveaux smartphones puissent l'avoir. Mais bon... On verra bien. Mais il y a beaucoup de marketing quand même dans tout ça. Mais c'est avant tout du marketing. Mais après, quand vous avez un smartphone qui a les capacités, on a quand même des trucs de folie. Alors en général, le vrai spécialiste, c'est Samsung qui arrive à mettre dedans vraiment la majorité des... On peut imaginer que le S24 qui sortira Ultra aura cette puce et un maximum de fonctionnalités. Mélinda, à toi. Alors évidemment, on te retrouve toutes les semaines dans Multijoueur, parce qu'on sait que l'une de tes passions, c'est le jeu vidéo. Tu es venu avec la ROG Ally, l'Asus ROG Ally. J'aime bien quand tu dis Ali. On dit quoi? Je le dis à la française. Qui est en fait une énorme Switch, on va dire, mais qui évidemment est un vrai PC. Alors, c'est exactement ça. C'est un PC sous Windows 11. C'est en fait là où tu as raison sur la Nintendo Switch. La Nintendo Switch permet de jouer en vadrouille aux jeux que Nintendo possède. Alors, de son catalogue, le nouveau Mario, de son catalogue. Alors, j'ai joué 2 secondes, mais il a l'air trop bien. Je m'y suis mis. Alors, vivant ce week-end. Je vous fais une autopromo. Regardez dans le multijoueur, on a parlé longuement de ce nouveau Super Mario Bros. Wonder qui parle vraiment, qui déjà sort de nulle part et parle à tous les âges. Donc je vous encourage à aller regarder Multijoueur. Et après on y jouera. Les easter eggs de chaque Mario. Très bons invités qui vont vous en parler. C'est passionnant. Vous ne pourrez pas jouer à Super Mario Wonder, Bros Wonder dessus. Je suis désolée. C'est pour les jeux PC.
Soyons clairs, ça tourne sous Windows 11. L'intérêt de Steam, là-dessus Steam, tous les catalogues. Steam, Epic Game Store, le Game Pass, le Xbox Game Pass. Ah, pas mal. Ça, c'est pas mal. Tout, en fait, les boutiques de jeux PC sont disponibles. Ubisoft aussi Connect. Enfin, Ubisoft Plus, Ubisoft Connect. Il y a un moteur de recherche dessus ou Alors pas. Non, le seul bémol que je mets, c'est extrêmement pratique pour jouer. Vous pouvez jouer hors ligne, donc ça c'est vous chargez comme si vous chargiez sur votre PC, sauf que vous n'avez pas besoin de trimballer votre PC portable ou votre colonne, tout tient là-dedans. Ça pèse combien ? Ça pèse combien ? Ouais. Ça, on est à 800 grammes, je crois, quand même, carrément. C'est un bon bébé, ouais. Moins que les nouveaux, les jeunes. C'est imposant, hein. Mais c'est un vrai PC, quoi. Mais c'est un vrai PC. Vous pouvez le connecter derrière, connecter un clavier et une souris en Bluetooth. Et tu peux travailler, tu peux bosser. Oui, tu peux même te raccorder. Mais... Alors, sur l'écran 7 pouces, c'est pas très grand, tu le branches à un écran en USB-C HDMI. Petit bémol, la batterie, en revanche, elle n'est pas, pas dingue. Mais là, on a la puissance d'un vrai PC de gamer là-dessus ou pas ? Oui, parce qu'en fait, tu as dedans une puce AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme. Z1 Extreme, on est sur quelque chose, il n'y a pas plus puissant sur des consoles portables aujourd'hui. On est vraiment sur quelque chose. C'est équivalent à quoi ? Un PC gamer T'es sur un très bon PC gamer quand même. Il existe 2 formules. Ils ont sorti une puce qui est un petit peu moins puissante, mais amplement suffisante, parce que justement, il fallait baisser le prix. Le prix de départ, c'est 800 €. Avec 512 Go de stockage, donc vous pouvez mettre quand même pas mal de jeux. Il y a un espace carte SD pour en rajouter, mais vous êtes quand même sur quelque chose de bien. La Z1, elle est à 700 €. C'est pas énorme comme différence, mais c'est la seule différence. Ça va être très bien pour des jeux indés ou si vous n'avez pas besoin de pousser énormément les perfs de l'appareil. Là où je trouve que c'est super pour jouer, parce que les joueurs PC ont enfin une console pour partir loin de chez eux et jouer. Et franchement, moi, j'y ai joué beaucoup dans l'avion, j'ai joué dans les transports, c'est quand même pratique. Elle reprend les sticks asymétriques qu'on trouve sur les manettes Xbox, notamment pour jouer, c'est quand même ultra pratique. Elle est très réactive. L'autonomie, pour moi, c'est un peu le bémol parce que c'est 1h30 si vous êtes sur des jeux très puissants. Mais t'imagines 2 heures grand max. Ça doit consommer comme énergie toute cette puce à l'intérieur. Elle chauffe pas énormément parce que dedans, il y a un système de ventilation qui est très très bien fait. Alors, sauf si vous avez envie de mettre vos mains vraiment sur le dessus, ça fait radiateur, soyons clairs. Mais l'hiver arrive. L'hiver arrive, vous mettrez vos mains comme ça. Ça s'entend le ventilateur ou le... Non, pas du tout. Alors ça, c'est un truc que je trouve assez bluffant. Tu l'entends si vraiment tu es en train de jouer depuis un moment à un jeu, un cyberpunk, par exemple 2077, en mettant toutes les perfs au max, parce qu'on choisit aussi le niveau de performance. Mais ça sert à rien non, de mettre les perfs au max sur un écran 7 pouces. Honnêtement, c'est pas très utile. Tu vois, vous pouvez jouer en 15 tu dois pas voir les détails. En 15 watts, je pense que ça va être un écran Full HD ou un truc comme ça. Mais... Non, il y a des consoles qui arrivent avec des écrans OLED. Là, c'est pas un écran OLED, c'est un écran de très très bonne qualité. Mais c'est quoi, c'est du Full HD ? C'est du Full HD, mais ça suffit. Donc en fait, ça sert à rien de faire tourner un jeu en 4K là-dessus. Non, ça sert à rien et c'est pas vraiment fait pour ça. Donc tu es très bien à jouer en fait en 1080 sur l'une des deux. Et c'est surtout le format qui est intéressant. Et alors ils ont été malins parce que sachant que leur console est un petit peu chère, ils font une offre en ce moment en vous disant on vous reprend votre ancienne console pour donc entre 100 et 400 € pour que vous achetiez celle-là. 400 €, vous dites waouh, ça me fait quand même la console à moitié prix. C'est la PS5 ou le Steam Deck, qui est le grand concurrent. Est-ce que vous avez envie de troquer vraiment votre PS5 contre ça ? Non. Pas sûr. Ça vient en complément, on est bien d'accord. Votre Xbox Series. Et donc ça coûte 800 €. Ça coûte 800 € pour la version Z1 Extreme, qui est vraiment la plus puissante. La Z1 Extreme. Ça, elle se ressemble. Hein. Je pourrais vous dire que c'est l'une ou l'autre. Ce sont exactement les mêmes. La Z1 coûte 100 € de moins. La Z1, pour moi, suffit amplement à beaucoup de joueurs. JB, ça te donne envie, ce type de choses ou pas ? T'es un joueur, toi ou non, pas ? je ne suis pas un joueur. Je me suis remis à Mario, là, du coup. Voilà. Et il ne peut pas jouer dessus. Je ne peux pas en jouer dessus. Et non, je ne suis pas trop un joueur pour le coup. Donc, non, je suis curieux. Après, je trouve ça quand même imposant dans un sac à dos quand tu pars en voyage. Faut avoir la place. Mais si t'es gamer... Tu le sais. Si t'es gamer, t'es super content. Tu vois, quand même le fait de te dire... je pense que... Tu n'as que ça, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça. Et tu peux le brancher à un écran. Est-ce que tu peux jouer en étant branché au courant ? Oui, sauf que si tu vas jouer 1h30, 2 heures. Quoi. Mais si tu restes branché au secteur dans ton lit, par exemple, à l'hôtel. Oui, ça, tu peux jouer. Tu joues comme tu veux et tu peux jouer en plus en perf vraiment maximale. Ils ont même un port propriétaire pour ajouter leur carte graphique externe et là, vraiment avoir de la puissance. Là, tu rajoutes encore de la puissance. De la puissance sur la carte graphique. Donc, c'est pas mal. Tu peux brancher ça sur une télé aussi. Oui, tu peux. Mais le problème, c'est que si tu branches, tu ne te recharges pas. Tu choisis, donc tu joues qu'une heure et demie. Voilà, là pour moi, Lenovo avec un Legend Go a été beaucoup plus malin. Même si tu achètes un adaptateur. Si, tu peux acheter un espèce de chargeur qui fait un peu dock au bout pour 60 € de plus. Tu rajoutes un chargeur dock. Parce que là, tu te retrouves avec une super console de jeu. Ah bah là, si tu charges tout, tu rajoutes la carte graphique externe, tu prends le dock qui charge en même temps et sur lequel tu peux brancher ton câble HDMI pour jouer à ta télé.
Là, tu es le roi du pétrole. Toi qui as tout testé entre une PS5 et ça, côté graphisme, quand tu le branches à une télé en full def. Alors, la PS5, ça reste quand même très bien. Ça, c'est bien, mais en fait, moi, je suis handicapé par l'autonomie. Comme je n'ai pas le lot de chargeur, je suis handicapé par l'autonomie. En revanche, tu es à l'hôtel. Ça reste un PC sous Windows, faut pas oublier ça. On peut faire exactement tout, charger ses documents, aller sur Internet, etc. C'est vraiment tu peux te faire un Netflix, tu peux te faire ce que tu veux en fait. Exactement, c'est un vrai PC à l'origine, donc ça c'est pas mal. Nickel. Marché en tout cas en plein essor. La Asus ROG Ally. Yes. T'as vu? Pas mal. Je suis arrivé. Merci Mélinda. Mélinda d'Avansoulas, la rédaction Tech & Co. Et merci à toi JB. Avec plaisir. Voilà, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. C'est quoi ta dernière vidéo là? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de trucs. Ouais, plein d'actualités en ce moment. Je vous invite à découvrir ce que fait JB. C'est hyper léché et toujours hyper intéressant. Vous restez avec nous. De quoi je me mail? Deuxième partie dans une seconde. Direction Seattle pour vous faire visiter les entrailles d'un centre de distribution Amazon. J'y étais la semaine dernière. Vous allez voir, c'est hallucinant. Interview du general manager d'un centre de distribution qui se trouve à 40 km de Seattle. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a des robots partout. C'est la deuxième partie de quoi je me mêle. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.